Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette édition sur Télésud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. 2 jours après la libération des otages, Olivier Dubois et Jeffrey Woodkey, des questions restent nombreuses. Comment se sont déroulées les conditions de leur libération? Nous reviendrons dessus en début d'édition. Près d'un mois après l'élection de Bola Tinubu comme président du Nigeria, l'opposition ne démord pas. Peter Obi, l'outsider arrivé 3e sur le podium, a saisi la justice. Pour lui, la commission électorale a violé la loi électorale en raison de fraude massive. Et en France, le président Emmanuel Macron ne flanche pas. Dans une interview accordée à France 2 et TF1, le président est revenu sur la réforme qui cristallise toutes les tensions. Elisabeth Borne, déclaration aux parlementaires, violence et suite du quinquennat, retour sur les temps forts de cette intervention télévisée. Comment, ou plutôt dans quelles conditions, les otages français et américains Olivier Dubois et Jeffrey Woodkey ont-ils été relâchés? C'est la question que beaucoup se posent 48 heures après leur libération. Une libération qui demeure enveloppée de nombreux mystères. Cependant, quelques éléments de réponse ont été révélés, comme nous l'explique Émeric Torroignan. Mardi matin, sur le tarmac de l'aéroport de Villacoublay en France, Olivier Dubois étreint des membres de sa famille sous le regard du président Emmanuel Macron. Libéré lundi avec l'humanitaire américain Jeffrey Woodkey, enlevé le 14 octobre 2016, l'ex-otage français retrouve les siens après près de 2 ans de captivité. L'émotion est vive malgré les nombreuses zones d'ombre qui entourent cette libération, comme bien d'autres avant elle. Si très peu de détails sont donnés sur les conditions de cette libération, l'implication de l'État nigérien dans les négociations ne fait en revanche plus de doute. Il s'agissait évidemment d'une intermédiation par le biais du Niger, et je crois d'ailleurs que le chef d'état-major nigérien, le général Moudi, qui s'est rendu à Bamako il y a quelques semaines, et avec la perspective d'une coopération discrète entre les services de renseignement nigériens et les forces de sécurité maliennes, ont largement contribué à la libération non seulement donc d'Olivier Dubois, retenu en otage depuis 711 jours, mais également de Jeffrey Woodkey, l'otage américain. Mais comment s'est déroulée leur libération? À quelles conditions? Y a-t-il eu rançon ou monnaie d'échange? Autant de questions qui restent entières 48 heures après cette libération. À son retour en France, le journaliste Olivier Dubois, retenu à Gao au Mali depuis 2021 par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda, raconte avoir été informé par ses ravisseurs de l'imminence de sa libération le 7 mars. Mais c'est le 16 qu'il sera emmené en moto, puis en pick-up dans la région de Kidal par des hommes avant d'être rejoint par l'Américain Jeffrey Woodkey. Destination frontière Mali-Niger avant d'être récupéré par un avion gros porteur militaire pour l'aéroport de Niamey. On évoque beaucoup le rôle d'un ancien député Touareg proche de Yahya Gali, qui est bien le chef donc du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Hamada Bidi, dont on parle beaucoup ces derniers temps, et qui vraisemblablement a obtenu un certain nombre de concessions ou un certain nombre d'éléments, que ce soit des éléments financiers ou en tout cas la manière dont les groupes armés terroristes désormais ont engagé le dialogue avec les autorités maliennes. Mais le député Touareg Hamada Agbibi, dont le nom est cité comme intermédiaire, a démenti avoir participé aux négociations qui ont abouti à la libération d'Olivier Dubois et de Jeffrey Woodkey. Du côté de la France, comme lors de la libération de Sophie Pétronin, les autorités nient avoir versé de rançon, mais selon les spécialistes, la possibilité qu'il y ait eu une transaction financière n'est pas à exclure. C'était l'une des demandes du TPLF lors de la signature des accords de Pretoria. Elle a finalement été actée par le Parlement éthiopien mardi. Le Front de libération du peuple du Tigré, parti des autorités rebelles de cette région du Nord, a été retiré de la liste des entités terroristes. Le TPLF était classé terroriste depuis le 6 mai 2021, plusieurs mois après le début du conflit avec le gouvernement fédéral, auquel a mis fin un accord de paix signé en novembre dernier. Pour
rappel, pendant près de 30 ans, le TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré, était considéré comme le parti dominant dans le pays. Et l'actualité du jour est aussi marquée par Peter Obi, l'outsider arrivé 3e lors de l'élection présidentielle au Nigeria, qui a annoncé mardi qu'il avait officiellement déposé un recours en justice contre la victoire de Bola Tinubu, le représentant du parti au pouvoir. Un recours annonciateur d'une longue bataille juridique concernant les résultats de l'élection sous l'Asbaï. Nouvel acte dans la saga de la crise post-électorale au Nigeria. Presque un mois après la proclamation des résultats donnant Bola Tinubu vainqueur de la présidentielle, la décision ne passe toujours pas auprès de Peter Obi. Le candidat arrivé 3e a officiellement introduit un recours juridique, comme il l'avait prévu au lendemain de sa défaite. Permettez-moi de réitérer, je vous assure, bon peuple du Nigeria, que je vais explorer toutes les options légales et pacifiques pour récupérer notre mandat. Nous avons gagné l'élection et nous le prouverons aux Nigérians. Devant une cour d'appel d'Abuja au Nigeria, l'outsider a fait savoir que la commission électorale avait violé la loi électorale. En cause, selon lui, des fraudes massives dans les urnes et des résultats biaisés. Comme vous le savez, cette élection n'a pas respecté les normes minimales attendues d'une élection libre, transparente, crédible et équitable. Elle restera comme l'une des élections les plus controversées jamais organisées au Nigeria. Le bon peuple du Nigeria, qui travaille dur, a encore été volé. Le 25 février dernier, Peter Obi, candidat du Parti travailliste, créait la surprise en recueillant 25% des voix. Il se classe donc en 3e position derrière Bola Tinubu du parti présidentiel, l'APC, et Atiku Abubakar du Parti démocrate du peuple. Mais l'élection avait été entachée par de graves défaillances techniques et de nombreux retards dans la transmission électronique des résultats, ce qui avait provoqué la colère d'une partie des électeurs. Lors de sa visite à Paris, le Premier ministre gabonais Alain-Claude Bilibinze a accordé une interview à nos confrères de RFI et de France 24. Il est revenu sur les tensions qui avaient suivi la précédente élection présidentielle au Gabon. Alain-Claude Bilibinze a aussi assuré que le prochain scrutin prévu serait fait dans la transparence. On l'écoute. Je crois que chacun a tiré les leçons de 2016, aussi bien dans la manière de mener la campagne, dans la manière de s'y organiser, mais surtout de gérer le pays. Excès de confiance en 2016 ? Je pense qu'en 2016, effectivement, certains ont péché par excès de confiance. Je pense qu'en 2016, beaucoup ont pensé que c'était plié d'avance, et ce qui a peut-être rendu plus difficile la question de l'élection. Mais cette élection a eu lieu, et on en a tiré toutes les leçons. On va aller à cette campagne, lorsqu'elle aura lieu, de manière apaisée, nous adressant aux Gabonaises et aux Gabonais, en proposant un projet crédible que nous mettrons en œuvre si le président est élu. Le bilan est lourd. 9 morts dimanche dernier en Centrafrique. 9 ressortissants chinois ont perdu la vie sur un chantier minier basé dans le village de Chingoblo, situé à 25 km de Bambari, au centre du pays. Selon les dernières informations, le chantier a été pris pour cible vers 5 h du matin. Les assaillants armés ont visé l'équipe chinoise de l'entreprise Gold Coast Group, qui avait commencé à exploiter les mines de la localité depuis 5 jours. Quelques heures seulement après le drame, plusieurs représentants du gouvernement centrafricain ont réagi et pour eux, l'unique coupable porte un nom, la coalition des Patriotes pour le changement. On écoute le ministre centrafricain des infrastructures. Un mouvement terroriste, particulièrement la CPC, dirigé par un terroriste politique, M. Bozizé, animé par d'autres terroristes politiques notoirement connus et recherchés par la CPI comme Noureddin Adam, Ali Darras. Mais le drame, c'est que ces derniers aussi sont soutenus par des acteurs politiques bien connus du monde politique centrafricain. Le président a mis en place une stratégie qui fait recette aujourd'hui, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ces derniers n'occupent aucune position. Vous pourrez constater aujourd'hui, même
ils n'occupent ne serait-ce qu'aucun village n'est occupé aujourd'hui par ces terroristes-là. Ils sont reclus, comme on le dit souvent, dans la forêt avec les singes. C'est aujourd'hui que se lance une conférence spéciale de l'ONU à New York. Au menu des discussions, répondre aux besoins de milliards de personnes en danger face à une crise mondiale de l'eau imminente. La conférence se tiendra jusqu'à vendredi et réunit 6500 participants, dont une centaine de ministres et une douzaine de chefs d'État et de gouvernement. Mathieu Nicolas. 46 ans qu'une telle réunion n'avait pas eu lieu. Ce mercredi, la conférence spéciale de l'ONU sur l'eau s'est ouverte à New York. L'ONU se donne pour objectif de tenter d'améliorer la gouvernance mondiale face à la crise de l'eau douce. En cette journée mondiale de l'eau, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a ouvert le bal du sommet avec un discours alarmiste sur l'état actuel de l'eau. L'eau est un droit humain et un dénominateur commun du développement pour façonner un avenir meilleur. Mais l'eau est en grande difficulté. Nous drainons l'humanité de sa substance vitale par la surconsommation vampirique et l'utilisation non durable que nous faisons de l'eau. Et nous provoquons son évaporation en réchauffant la planète. Nous avons brisé le cycle de l'eau, détruit les écosystèmes et contaminé les eaux souterraines. Pas assez d'eau par endroit, trop pas d'autres où les inondations se multiplient, ou de l'eau contaminée. Si les situations dramatiques sont légion dans de nombreux endroits de la planète, un rapport de l'ONU, Eau et de l'UNESCO publié mardi souligne le risque imminent d'une crise mondiale de l'eau. 2 milliards de personnes n'ont pas accès à un approvisionnement en eau potable, ce qui en soi constitue déjà une énorme crise humanitaire. On sait également que 3,6 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, n'ont pas accès à des services d'assainissement sûrs. En conséquence, 80% de l'eau, qu'il s'agisse d'eau utilisée ou d'eau usée, comme il ne faudrait pas l'appeler, retourne dans l'environnement sans aucun traitement. Même si aucun accord politique général n'est prévu, l'ONU va demander aux pays participants à cette conférence de s'engager sur plusieurs fronts. L'assainissement, la résilience aux inondations et aux sécheresses, le développement durable. S'engager aussi sur des budgets de recherche à propos de l'eau. À Douala, au Cameroun, quotidiennement, des milliers de citadins sont contraints de se déplacer vers de nombreux forages pour pallier les défaillances du service public en matière d'eau. Cette situation entraîne un risque de pollution des nappes phréatiques, mettant ainsi en péril la santé publique d'une ville où le choléra sévit encore, entre autres maladies. Souilas Bay. Au petit matin, ils sont des milliers, bidons en main, à se ruer vers les différents points de forage privés dispersés dans la ville de Douala. Le trésor tant convoité, quelques litres d'eau potable pour les besoins du quotidien. À Douala, l'accès à l'eau potable est devenu une véritable épreuve du quotidien pour des milliers de consommateurs, contraints de parcourir parfois plusieurs kilomètres chaque jour afin de pouvoir s'en procurer. Les points d'eau potable sont extrêmement rares. C'est tellement rare et peu visible et peu de quartiers en ont. Du coup, lorsqu'il y a un point comme celui-ci, tout le monde se précipite et déjà même vous avez vu les difficultés que les gens en ont pour puiser ici, c'est une bagarre, c'est un combat. C'est un combat, donc ce n'est pas du tout facile. L'eau potable dans la ville de Douala, c'est comme un trésor. Si ces points de forage se multiplient et viennent en aide aux Camerounais, ils présentent de graves risques sanitaires. Ces forages étant privés, ils ne sont soumis à aucune autorisation préalable des autorités. Dans un milieu fortement urbanisé, ces constructions hasardeuses exposent les Camerounais qui s'y rendent à des maladies allant des gastro-entérites au choléra. Certains ouvrages ne sont pas réalisés suivant les règles de l'art. Et ceci peut entraîner certains risques sanitaires, notamment des ouvrages qui ne sont pas faits à des profondeurs requises ou qui ont aux alentours des possibles points de contamination. Selon le délégué du ministère de l'eau pour la région du littoral, une étude est en cours afin d'examiner la situation sanitaire des forages et elle devrait permettre d'obliger les usagers à se conformer aux normes. Le président Paul Biya a demandé au gouvernement de lancer d'urgence un méga projet d'adduction d'eau potable à Douala et ses environs dans ses vœux du Nouvel An pour l'année 2023.
Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale réalisée par Noën Dong, Alexis Berthomier et Ahmed Chigno. Aux Comores, la coalition d'opposition envisage de participer à la présidentielle de 2024. Dans une lettre adressée au président Azali Assoumani, le Front commun élargi, une coalition d'opposition, a fait un revirement à 180 degrés en exprimant son intention de participer à l'élection présidentielle de 2024. Cette nouvelle posture de l'opposition, qui marque un changement important de stratégie, a été saluée par le gouvernement. Celui-ci a appelé un dialogue permanent entre les forces vives tel que souhaité par le président. Mais pour prendre part à la présidentielle, l'opposition réclame notamment la libération des prisonniers politiques, la garantie de la liberté de mouvement, la composition tripartite paritaire entre pouvoirs, opposition et société civile dans les organes chargés de la gestion des élections, et le cantonnement de l'armée et des forces de l'ordre dans les casernes. L'ambassadeur d'Algérie en France sera bientôt de retour à Paris, a annoncé ce mercredi le président algérien Abdelmajid Tebboune. Saïd Moussi a été rappelé début février à la suite d'une brouille entre Paris et Alger, au sujet d'une militante franco-algérienne. Malgré une interdiction de sortie du territoire algérien, Amira Bouraoui était entrée en Tunisie le 3 février avant d'être interpellée alors qu'elle tentait d'embarquer en direction de Paris. Elle avait finalement pu s'envoler vers la France le 6 février. Alger avait jugé que le départ d'Amira Bouraoui pour la France constituait une exfiltration illégale menée à l'aide des personnels diplomatiques et sécuritaires français et rappelé son ambassadeur à Paris, Saïd Moussi, pour consultation. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu ce mercredi sur la ligne de front dans la zone de Barmout, épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine, pour décorer des combattants. Ce voyage intervient au moment où les séparatistes pro-russes, combattant aux côtés de l'armée russe, affirment que la ville est presque encerclée. Barmout, qui comptait environ 70 000 habitants avant l'invasion russe lancée en février 2022, est le théâtre de la bataille la plus longue et la plus sanglante depuis le déclenchement de la guerre. Retour en France où le climat social reste tendu en marge des rassemblements spontanés qui ont ponctué la semaine et après le rejet de la motion de censure contre la réforme des retraites. L'intersyndicale a appelé à une nouvelle journée de mobilisation demain jeudi ainsi que des blocages dans tout le pays. Il s'agit de la 9e journée depuis le début de l'examen de la réforme des retraites. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé qu'un important contingent de policiers et gendarmes seront mobilisés. Écoutez. Il y aura d'ailleurs une manifestation jeudi. Le travail du ministre de l'Intérieur, des préfets de la République, du préfet de police, est de les organiser de manière similaire. J'ai donc d'ailleurs demandé la mobilisation de 12 000 policiers et gendarmes pour jeudi prochain, c'est-à-dire un nombre jamais atteint de policiers et gendarmes dans le cadre de la réforme des retraites, dont 5 000 à Paris. Il y a 94 policiers et gendarmes et pompiers blessés depuis les événements de jeudi dernier. Et comme vous l'avez entendu, plus de 300 policiers et gendarmes blessés depuis le début des manifestations dans le cadre de la réforme des retraites. Et malgré l'adoption définitive de la réforme des retraites lundi, la contestation sociale ne faiblit pas et a été violemment réprimée au cours des différentes manifestations non déclarées qui se sont déroulées ces derniers jours dans le pays. Vidéo relayée sur les réseaux sociaux et dénoncée par l'opposition. Mathieu Nicolas. Place de la République, aux alentours de 22h. Un jeune homme est violemment interpellé par plusieurs membres des forces de l'ordre. Il reçoit de nombreux coups avant d'être isolé et traîné au sol. Mardi soir, 2 jours avant une nouvelle journée nationale de mobilisation, des milliers de personnes ont de nouveau manifesté partout en France contre la réforme des retraites. Dans la capitale, de nombreuses scènes de violence policière ont encore fait le tour des réseaux sociaux. Policiers, CRS ou membres de la Bravem ont ainsi été filmés de multiples fois en train de charger violemment des groupes de manifestants qui semblaient calmes. Comme ici, où le journaliste Rémi Buisine se fait interpeller alors qu'il exerçait son métier. C'est la presse! C'est la presse, monsieur! C'est la presse! Depuis quelques jours, la situation s'est fortement tendue dans les rues. La colère des manifestants contre la réforme des retraites se heurte à une répression policière des plus violentes. Face aux protestations d'associations, d'élus et d'organisations des droits de l'homme, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pointe du doigt les manifestants et apporte son soutien aux forces de l'ordre. Non au désordre, à la bordélisation, et je veux le dire à ceux qui veulent mettre le chaos en utilisant les policiers comme victimes de leur propre incurie. 94 policiers, gendarmes et pompiers auraient été blessés depuis les événements de jeudi dernier.
alors qu'avocats, magistrats et politiques dénoncent des gardes à vue arbitraires et une répression policière excessive du mouvement social. Le ministre de l'Intérieur promet que si des policiers ont commis des actes contraires à la déontologie, ils seront sanctionnés. Le président français Emmanuel Macron ne flanche pas. Dans une interview accordée à France 2 et TF1, le président est revenu sur la réforme qui cristallise toutes les tensions. Elisabeth Borne, déclaration parlementaire, violence et suite du quinquennat. Retour sur les temps forts de cette intervention télévisée avec Souilas Veil. Elle était attendue, cette intervention du président de la République. Après des semaines de mobilisation contre le projet de réforme des retraites et de multiples rebondissements politiques, Emmanuel Macron s'est finalement exprimé sur ce dossier brûlant. Le président a fait part de sa détermination à voir le projet entrer en vigueur et justifie son passage en force par la nécessité de le voir appliqué rapidement. D'ici à la fin de l'année, pour près de 2 millions de nos compatriotes, 1 800 000 exactement, ils puissent avoir leur pension qui commence à être augmentée, environ 600 € par an en moyenne, pour ces 1,8 million. Pour que, en effet, on commence à décaler l'âge légal de 3 mois par an, progressivement, et qu'on accélère l'augmentation du nombre de trimestres à travailler, jusqu'à 43 ans à horizon 2027. Eh bien, il faut que ça rentre en vigueur d'ici à la fin de l'année. D'un ton ferme, le chef de l'État maintient ses arguments face aux relances qui lui sont faites. Interrogé sur les manifestations et les violences qui ont cours à travers le pays depuis plusieurs jours, le président a prévenu. Il ne tolérera aucun débordement et assume le recours aux réquisitions pour mettre fin aux blocages qui se multiplient dans le pays. À côté de ça, il y a des blocages, il y a des violences. Les violences, il faut les condamner. Je l'ai dit, ni les factieux ni les factions dans la République. Et il y a les blocages, et les blocages, il faut pouvoir les lever quand ils empêchent l'activité normale. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai demandé, c'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement d'essayer au maximum de négocier et ensuite de réquisitionner. Mais il y a quand même un peu Faisant face à une opposition de plus en plus forte, Emmanuel Macron a décidé de ne pas plier et fait le choix d'accepter son impopularité grandissante auprès des Français. Je vous le dis en responsabilité, moi je ne cherche pas à être réélu, je ne le peux pas constitutionnellement. Mais entre les sondages et le court terme et l'intérêt général du pays, je choisis l'intérêt général du pays. Et s'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui, je l'endosserai. Alors voilà pour la pédagogie. Si le président de la République semble garder le cap, son intervention a laissé un goût amer. Opposition, syndicats continuent de condamner la posture du gouvernement et de dénoncer un président hors sol. Et justement, un président hors sol, un président dans le déni, ces déclarations largement attendues par les parlementaires, mais aussi les syndicats ont fait grand bruit et suscité de vives réactions. Je vous propose d'en écouter quelques-unes. Le président de la République vient une fois de plus de parler pour ne rien dire, et de ce qu'on en a compris, on n'y retrouve que les marques traditionnelles du mépris dont il nous a accablés jusque-là. Lui considère que pour financer la sécurité sociale et la retraite, il n'y a que les cotisations salariales. C'est pas comme ça qu'est construit le système. Alors soit il a une méconnaissance totale de notre système, et là c'est très grave, soit il se fout de notre gueule, pour être très clair. Voilà donc un exercice qui était totalement inutile et même très contre-productif. Je crains qu'il n'ait mis un peu plus de pétrole, d'explosifs, même sur en fait un brasier déjà bien allumé. Et cette image de sport, avant de nous quitter, à 34 ans, l'international allemand Mesut Özil met fin à sa carrière sportive. Une carrière longue de 17 ans qu'il a clôturée au club turc Başakşehir. Coupe du Monde, Euro, Champions League, Premier League. À travers toutes ces compétitions, Özil s'est illustré comme seul joueur du monde à avoir été le meilleur passeur dans tous les championnats où il est passé. C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition du soir et en attendant, continuez à vous informer sur Télésud.